Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du jeudi 31 octobre 2024. Dans les actualités de ce jour, la 23e édition du sommet du COMESA au marché commun de l'Afrique orientale et australe s'est tenue aujourd'hui à Bujumbura, une réunion qui marque également la 30e anniversaire de la création de ce comité. C'est un avantage pour Madagascar d'être membre du COMESA car nous disposons des produits et services nécessaires pour accroître les échanges commerciaux. Il existe de nouveaux défis et de nombreux défis, a déclaré le président Ange Rajoelina, notamment d'accélérer les négociations commerciales au sein de la communauté régionale pour apporter du développement. Reportage signé Judical Rajanirin et Andrew Razanjebe. Burundi, le pays hôte de ce sommet qui se déroule à Bujumbura, présidera le COMESA cette année. Le COMESA est la plus grande communauté commerciale en Afrique, étant donné que la superficie totale de ses pays membres couvre environ les 2/3 du continent africain. Lors de ce sommet, le numéro 1 malgache, Ange Rajoelina, a déclaré que Madagascar progresse vers l'autosuffisance alimentaire à travers l'amélioration de son secteur agricole. Un père digne est celui qui peut nourrir sa famille et un président digne est celui qui est capable de nourrir son peuple, a-t-il souligné. En ce qui concerne l'agriculture en particulier, Madagascar deviendra bientôt le grenier de l'océan Indien et de l'Afrique en triplant sa production rizicole, a déclaré le président. Les exportations de Madagascar vers le COMESA dans le secteur agricole ne cessent également d'augmenter. À titre d'exemple, les cultures d'exportation telles que le café, le thé et d'autres épices ont augmenté jusqu'à 16,386 millions de dollars en 2023, alors qu'elles étaient de 12,675 millions de dollars en 2021. L'exportation d'autres produits agricoles se sont élevées à 3,597 millions de dollars en 2023, alors qu'elles étaient à 3 millions en 2021. Madagascar peut exporter davantage dans le cadre de ce marché commun. Par ailleurs, en ce qui concerne le secteur du tourisme, la mise en place d'une structure pourra faciliter les déplacements et l'augmentation des visiteurs améliorera ce secteur. De plus, Madagascar dispose de nombreuses offres susceptibles d'attirer de nombreux touristes. Les ressources minérales dont dispose en abondance cette communauté régionale et dont Madagascar en particulier dispose des variétés uniques méritent d'être mises en valeur, a déclaré le président Ange Rajoelina. Le gouvernement malgache a fait des efforts pour développer ce secteur et les pays membres du COMESA doivent également à la manière d'utiliser les ressources nationales afin que la population puisse en bénéficier pour pouvoir améliorer sa vie. Ce sommet, qui marque le 30e anniversaire du COMESA, devrait apporter des solutions rapides et concrètes aux pays membres, a déclaré le président Ange Rajoelina. Il a souligné la nécessité de produire localement les produits dont la population a besoin, et notamment en termes d'énergie, l'utilisation des énergies renouvelables devant être la base de développement de l'économie en Afrique. Le COMESA rassemble 21 États membres actuellement et Madagascar est l'un de 9 pays fondateurs de ce comité. Le président du Burundi, président par intérim du COMESA, a confirmé qu'il ne suffit pas d'avoir un marché libre, mais qu'il faut disposer de produits et de services pour répondre aux besoins du marché. Madagascar est prêt à répondre à ces critères d'après ces 3 points majeurs abordés lors de cette rencontre, qui sont l'agriculture, résistant au changement climatique, l'exploitation minière et le tourisme. Ensuite, le président de la République de Madagascar, Ange Rajoelina, a également présenté aujourd'hui devant le COMESA, Richard Radjemajant, notre candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine. C'est une grande étape pour la diplomatie et qui aura également un impact positif sur la nation malgache. Les détails toujours avec Judical Rajanirin et Andrew Razanjebe. La participation de Madagascar à ce sommet a été marquée par le plaidoyer pour la présidence de l'Union africaine. Le candidat malgache, Richard Radjemajant, a été présenté lors du sommet du COMESA aujourd'hui. Madagascar est membre de l'Union africaine depuis sa création en 2002. Avant cela, nous faisions partie des 31 premiers membres à avoir signé la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Et actuellement, sous la présidence de Ange Rajoelina, Madagascar est prête à assumer ses responsabilités en Afrique. Ce sera une grande victoire pour Madagascar d'obtenir la présidence de la Commission de l'Union africaine, une victoire diplomatique, mais qui sera également bénéfique pour le pays.
4 pays sont en compétition pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Outre Madagascar, il y a aussi Maurice, Djibouti et le Kenya. Les chefs d'État du groupe décideront qui succédera à Moussa Faki Mahamat en février 2025 lors du sommet de l'Union africaine. Page économique pour continuer, Madagascar accueillera pour la première fois le CO Summit dans un mois, un événement économique permettant à Madagascar de promouvoir les investissements et les échanges commerciaux sur la scène internationale. L'IDBM, partenaire institutionnel du CIM et de BICOM, figure parmi les organisateurs de cet événement. Plus de détails avec Angela Martina sur les images de Anzar Khazanaville. Le CO Summit est un événement économique majeur qui se tiendra à Madagascar les 5 et 6 décembre. Cet événement se concentre sur les défis et opportunités économiques, environnementaux, éducatifs et technologiques spécifiques à cette région. Conçu pour être le rendez-vous incontournable des leaders de la région, le CO Summit offre une plateforme de très haut niveau pour le dialogue intersectoriel B2B et B2J, encourageant le partage d'idées innovantes et la formation de partenariats stratégiques. Cet événement apportera donc de nombreuses opportunités à Madagascar, a déclaré le syndicat des industries de Madagascar, qui est l'organisateur du CO Summit. Avec des conférences de haut niveau animées par des intervenants de classe mondiale, il se positionne comme un forum clé pour influencer l'avenir économique et social de l'océan Indien. En mettant l'accent sur l'innovation et le leadership conscient, le CO Summit aspire à inspirer les leaders à devenir des agents de changement dans un monde en évolution. Le CIM, ou Syndicat des industries de Madagascar, et BICOM, organisateur du CO Summit, ont signé une convention de partenariat avec l'IDBM qui devient ainsi partenaire institutionnel dans le cadre de l'organisation de cet événement. Les 2 jours de l'événement de cette année verront la présence de plus de 500 décideurs, dont 350 CO, offrant une opportunité unique de rassemblement, de dialogue de haut niveau et de formation de partenariats stratégiques dans l'optique de fédérer les différents secteurs et groupements patronaux de la Grande Île et des îles voisines. Ensuite, le ministre de l'Environnement et du Développement durable participe au High-Level Segment Plenary de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité à Cali City, en Colombie. Le segment Plenary est destiné aux ministres en charge de la biodiversité du monde entier, au cours duquel ils feront une déclaration sur la prise de responsabilité dans la protection de la biodiversité. Le ministre malgache de l'Environnement a souligné que Madagascar a pris des mesures concrètes pour mettre en œuvre des actions synergiques visant à lutter à la fois contre le changement climatique et à la perte de biodiversité. 80% de la faune et de la flore de Madagascar sont endémiques. Madagascar est également le seul endroit au monde où les lémuriens vivent encore à l'état sauvage, avec plus de 112 espèces. Madagascar est l'un des 18 pays possédant les ressources naturelles uniques, parmi les endroits où l'on retrouve des espèces animales rares et parmi les 8 derniers pays dotés de forêts qui absorbent le dioxyde de carbone. Cela montre que Madagascar continue de contribuer à la protection de l'environnement. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a annoncé, lors du High-Level Segment Plenary de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité à Cali City en Colombie, que Madagascar a déjà aligné avec succès la stratégie et le plan d'action national pour la biodiversité avec le cadre mondial pour la biodiversité, CUMIN Montréal. Par ailleurs, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a confirmé lors de cette réunion des ministres responsables de la biodiversité mondiale que le renforcement des capacités et la diffusion de l'information atteignant les principaux acteurs tels que les communautés de base, les autorités, les chercheurs, le secteur privé, le gouvernement et la société civile a été renforcé. Madagascar a également choisi l'écotourisme comme option économique pour développer la communauté et valoriser la biodiversité, a déclaré le ministre Max Andrinafontaine. Et c'est la raison pour laquelle la loi a été adoptée cette année pour encourager les projets d'écotourisme dans les zones protégées. Dans un autre contexte, les laboratoires disposant d'une accréditation sont encore rares à Madagascar, alors que le fait d'avoir cet agrément permet à Madagascar d'améliorer ses pratiques commerciales, notamment pour faciliter la circulation de toutes les marchandises, a affirmé le président du CLAM au consortium des laboratoires de Madagascar. Angela Martina nous en dit plus.
Seulement un sur la quarantaine de laboratoires existants à Madagascar est accrédité d'après les statistiques publiées par le CLAM ou Consortium des laboratoires de Madagascar. Les infrastructures qualité, telles que les organismes d'accréditation et les institutions de métrologie qui vérifient les différents appareillages utilisés dans les laboratoires, sont encore peu développées dans le pays. L'absence de ces infrastructures ne permet pas l'accréditation des laboratoires existants. Ainsi, pour la reconnaissance internationale d'un produit, nous avons recours à des laboratoires accrédités de Maurice ou d'Afrique du Sud, entre autres, ce qui augmente le coût de ces produits d'après les informations. L'objectif pour Madagascar est d'accréditer tous les membres du CLAM, quel que soit leur secteur d'activité. Le CLAM organisera une rencontre annuelle afin de mobiliser tous les laboratoires, tous secteurs confondus et les infrastructures qualité, et ainsi afin d'unir les efforts pour promouvoir la qualité au niveau national. Et pour cette année, cette rencontre se tiendra le 6 novembre. À noter que le CLAM est déjà membre de l'association régionale des laboratoires de la SADC actuellement. En éducation, le ministère de l'Éducation nationale travaille avec le secteur privé pour améliorer la qualité de l'éducation à Madagascar. À cet effet, 35 EPP de la commune d'Antsourbé se sont vus dotés chacun d'un coin de lecture et des livres afin d'inciter les élèves à aimer la lecture. Felen Hakutarsoul. Afin d'inciter les élèves à aimer la lecture et pour favoriser leur expression orale, la MIF ou Amitié Madagascar Île-de-France, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, a remis à toutes les classes de CP2 des 35 EPP de la commune d'Antsourbé un coin de lecture qui contient des livres de contes et d'apprentissage de la lecture reposant sur des méthodes nouvelles. Les classes préscolaires, pour leur part, recevront également des planches murales imagées qui permettent aux enfants de nommer des situations connues et aussi de découvrir des situations inconnues afin de favoriser également l'expression orale et l'écriture. Par ailleurs, les 35 EPP bénéficieront des ressources éducatives numériques en format audio et des radiocartes solaires afin d'écouter les dites ressources éducatives selon les informations. Il convient de noter que la MIF et le MEN a déjà fait un don de livres pour les élèves des EPP de ce district l'année dernière afin d'élever le niveau des élèves et les ouvrir à de nouveaux univers. Et la nouvelle chapelle de la prison d'Antanmour dans le quartier des femmes a été inaugurée aujourd'hui. La cellule de prière dirigée par Maman Olga, la mère du président de la République, a contribué à sa réalisation. Maman Olga, qui est également la marraine des prisonnières de Madagascar, a également offert des bibles et des livres cantiques aux détenus. Plus de détails avec Fanjé Sénémiré sur les images de Yves Janel. Cette nouvelle chapelle, installée dans le quartier des femmes, au sein de la prison Antanmour, respecte les normes. Cette prison compte actuellement 737 femmes détenues. En plus d'un centre de réinsertion, la prison d'Antanmour est également un lieu de rééducation, d'où l'importance de l'accompagnement spirituel. La construction de cette chapelle a commencé en juin et il n'a fallu que 3 mois pour terminer les travaux qui ont été réalisés grâce à la coopération des églises et de nombreux donateurs, ainsi que la cellule de prière dirigée par Maman Olga Radzuel, la mère du président de la République. En plus des matériels déjà fournis par la cellule de prière dirigée par Maman Olga Radzuel, qui est également la marraine des femmes détenues, des bibles et des livres de cantiques ont également été offerts aux détenus. L'existence de cette chapelle constitue un grand avantage pour la maison d'Antanmour. Cela fait partie de la préparation des détenus à leur retour au sein de la société après leur condamnation, a déclaré le directeur du cabinet du ministère de la Justice qui a représenté le ministre de la Justice. L'engagement des jeunes se révèle crucial pour contribuer à la résilience urbaine ainsi qu'à la construction d'un avenir plus durable et équitable. À cet effet, le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a choisi un milieu académique pour la célébration de la Journée mondiale des villes, renforçant l'implication des jeunes dans les discussions. La Journée mondiale des villes vise notamment à promouvoir le développement des villes moyennes sur le territoire national, de redynamiser et sensibiliser les acteurs urbains à la mise en œuvre des cartes de développement urbain pour stimuler la relance du secteur, de renforcer les actions de résilience urbaine pour assurer un développement durable et de sensibiliser les acteurs urbains à la réforme du secteur urbain.
Place maintenant aux actualités internationales. Destination Espagne, maison inondée, arbres arrachés, carcasses de voitures retournées sur la chaussée. Des inondations dévastatrices ont coûté la vie à au moins 95 personnes dans le sud-est de l'Espagne. Le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré 3 jours de deuil national. Reportage sur les images de France 24. Une file d'attente pour s'approvisionner en eau à même les canalisations. Dans les rues dévastées de Sedaví, ville située en périphérie de Valence, des voitures encastrées, retournées, charriées par les torrents d'eau boueuse, s'entassent devant des immeubles inondés, sous les yeux des habitants encore traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Nous avons vu un jeune homme qui se trouvait en plein champ et qui a été emporté par le courant. Il était sur le toit d'une voiture. On aurait dit qu'il essayait de sauter dans une autre voiture, mais il a été emporté par le courant. On m'a parlé de personnes qui s'accrochaient à des arbres, mais la force du courant les a fait lâcher prise et elles ont été emportées en criant à l'aide. Des scènes d'horreur causées par des pluies diluviennes, historiques, comme ici à Utiel, où il est tombé 491 litres d'eau par mètre carré, soit l'équivalent d'une année de précipitation en l'espace de 8 heures. Plusieurs axes routiers sont détruits. Parmi les automobilistes restés bloqués dans leur voiture, des Français racontent leur nuit d'angoisse. Il y a eu une montée des eaux très rapide. D'où on était du haut du pont, on a pu voir l'eau monter à près de 1,50 m au-dessous. On a vu des gens périr dans leur voiture, appeler au secours et finalement les voitures sont complètement parties sous l'eau. L'Espagne vient de connaître les inondations les plus meurtrières et dévastatrices depuis 1973. Inondation. Ensuite, le puissant typhon Kangri, l'un des plus forts que Taïwan ait connu ces dernières années, a touché terre à la mi-journée à Chang'an et a déjà entraîné la mort de moins une personne et fait 73 blessés, selon un premier bilan des autorités. France 24. Il est considéré comme le typhon le plus étendu à frapper l'île depuis près de 30 ans. Kangri déferle sur les côtes taïwanaises. Des vagues de plusieurs mètres de haut, des vents violents dépassant les 180 km/h. Dans toute l'île, écoles et bureaux sont fermés. Les rues de la capitale Taipei sont désertées par les habitants. Je ne pense pas qu'il y ait de clients aujourd'hui. J'ai surtout peur des inondations, car il peut y avoir beaucoup d'eau, et cela inonderait l'intérieur du magasin. L'armée est mobilisée, près de 35 000 soldats se tiennent prêts à participer aux opérations de secours. Selon le gouvernement, le typhon a déjà privé d'électricité près d'un demi-million de foyers et plus d'1 mètre de pluie pourrait tomber d'ici à vendredi dans les régions les plus touchées. Pourtant, ce pêcheur ne semble pas s'inquiéter. Les mesures de sécurité dans les ports de Taïwan ont été très bien appliquées ces jours-ci. Je ne pense pas que le typhon puisse causer de grands dommages, car les infrastructures de l'île sont en très bon état. S'il y a une urgence, nous devrons ajouter des cordes supplémentaires et renforcer d'autres fortifications. C'est pourquoi nous venons ici, pour surveiller. Taïwan est habitué aux tempêtes tropicales fréquentes à la période des moussons. Kangri est le 3e typhon à frapper l'île depuis juillet. Et les frappes israéliennes dans la bande de Gaza ont fait au moins 30 morts jeudi, principalement dans le nord où une attaque a de nouveau touché l'hôpital Kamal Adwan. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza a annoncé un nouveau bilan de 43 204 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'1 an. France 24. L'horreur se poursuit à Gaza. Alors qu'il transportait vers l'hôpital les victimes d'une frappe israélienne sur le camp de réfugiés d'Al-Maghazi, cet ambulancier a découvert sa mère sous ce linceul. Depuis le 6 octobre, l'armée israélienne concentre son offensive dans le centre de la bande de Gaza et ici, plus au nord. Les services d'urgence sont débordés. 2 médecins pour 145 patients dans cet hôpital de Beth Laïa. La situation est catastrophique dans tous les sens du terme. Il n'y a pas d'eau, pas de médicaments, pas de nourriture. Même si certaines fournitures ont été apportées, elles sont rudimentaires et insuffisantes. Nous avons besoin de toute urgence d'équipes chirurgicales qui puissent intervenir pour sauver la vie des patients blessés. Israël contrôle strictement l'entrée de l'aide humanitaire, vitale pour la population. Elle est à son plus bas niveau depuis des mois selon l'ONU. L'institution alerte sur les pénuries alimentaires.
100 000 tonnes de denrées sont actuellement bloquées et 80% de la population gazaoui n'a pas reçu de ration de nourriture pour le mois qui arrive. Une situation humanitaire dramatique qui devrait se renforcer alors que le Parlement israélien vient d'adopter une loi pour interdire les activités de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans le pays. Je crois que l'impunité accordée à Israël lui a permis de devenir un violeur en série du droit international. C'est pourquoi je recommande à l'Assemblée générale d'envisager la suspension des pouvoirs d'Israël en tant que membre des Nations unies. Les condamnations internationales se multiplient. Israël reste pour l'instant impassible. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et après cette édition, vous allez suivre le film intitulé Bled 3. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end de Toussaint. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.